Encore une fois, merci pour votre fidélité à l'émission Sans Détour, émission dont on nous dit que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et à revendiquer le droit de citoyenneté que nous avons en partage, c'est-à-dire cette capacité à dire les choses et à donner du sens à notre vie. Ce soir, nous allons parler du secteur privé, on va y revenir, mais nous allons y revenir autour du thème suivant. Entre blocage et agitation, quelle est la place du secteur privé dans la modernisation de l'économie nationale? Entre blocage et agitation, quelle est la place du secteur privé dans la modernisation de l'économie nationale? On aurait pu dire quelle est la place de l'entrepreneuriat privé dans la modernisation de l'économie nationale, parce que modernisation, c'est le terme à la mode auquel on associe l'émergence avec une échéance en 2025. Mais pour être émergent, il faut bien qu'il y ait des entreprises, aussi bien privées, nationales et étrangères, pour accompagner cette dynamique. Ce soir, nous allons essayer de répondre à cette question avec nos invités, pas les moindres. J'ai cité le président Elhadj Djibril Boubacar, bonsoir, qui est le président de l'UNOC, Union nationale des opérateurs économiques du Congo, c'est cela. Bonsoir, président. Bonsoir. À ses côtés, M. Roger Obès, qui est le président du collectif des opérateurs économiques du Congo, c'est cela. Merci. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Monsieur Didas Bossassou, qui est opérateur économique, si je peux me tromper. Bonsoir. Bonsoir. Vous aurez peut-être compléter le portrait qu'on va vous laisser. Et enfin, monsieur Joe Washington Ebina, qui n'est plus à présenter, qui est le président de la fondation Charles Ebina, qui est en même temps gestionnaire associé, si je ne me trompe pas, de l'hôtel Saphir, c'est cela. Alors, il paraît qu'au Congo, l'argent n'aime pas le bruit. Les gens n'aiment pas toujours parler d'argent, mais les Congolais ont été surpris que ceux qui ont l'habitude de brasser beaucoup d'argent, des milliards, se mettent comme ça là, à ouvrir un klaxon de protestation devant le ministère de l'économie, des finances et du budget et du portefeuille. Chose rare, lorsque en 91, nous avons tourné le dos au tout État pour donner la possibilité à l'entrepreneuriat privé de s'exprimer et que l'État ne devenant que régulateur ou facilitateur pour accompagner la dynamique. Alors, comment expliquer que ceux qui ont le marché pour créer la dynamique et réguler puissent encore se tourner vers la toute-puissance publique pour demander leur dû? Quel dû? Il semblerait qu'il y aurait quelques difficultés à s'accorder avec les pouvoirs publics, ordonnateurs parfois des marchés de l'État, marchés qui, pour certains, n'ont jamais été exécutés, pour d'autres, certains opérateurs ayant encaissé plus de la moitié des financements, mais ayant déserté l'environnement économique pour se livrer peut-être aux joies de la vie. Alors, doit-on rendre compte à celui qui prête? C'est-à-dire dit, non, vous n'avez pas de compte à nous demander. Vous avez plutôt des droits, des devoirs. Vous devez solder le passif parce que vous nous avez donné un tout petit peu, mais il en manque encore un peu. Mais au jeu de ping-pong, les pouvoirs publics ont dit, mais qu'est-ce que vous avez fait avec le peu qu'on vous a donné? La question est-ce que certains ont le droit de subir pour la faute peut-être d'une minorité, peut-être d'une majorité d'opérateurs privés qui, au lieu de se livrer à leur exercice favori, donc de réaliser les marchés, préfèrent utiliser cet argent à d'autres fins. Alors aujourd'hui, nous caricaturons un peu ce débat de klaxon que nous avons observé
pour demander aux principaux acteurs qui sont sur ce plateau de nous dire qu'en est-il. Pourquoi les opérateurs privés, donc le secteur privé, qui doit naturellement accompagner la dynamique de modernisation de l'économie nationale, pour qu'à l'horizon 2025, nous soyons un pays émergent, se mettent dans la rue pour revendiquer. Alors qu'ils devaient plutôt produire des résultats. De quoi s'agit-il? J'ai pu observer sur les images le président du collectif des opérateurs économiques du Congo, qui était en grande ligne, en première ligne plutôt, énonçant, je vais dire entre guillemets, quelques revendications dont nous allons nous faire l'honneur de nous dire de quoi s'agit-il dans votre relation avec le ministère de l'économie et des finances, sans que cela ne puisse être considéré comme un procès à l'endroit du ministère des tutelles. Monsieur Ojobès. Merci, Monsieur Sony. Bien, je vais d'abord recadrer un peu la discussion par rapport à vos thèmes. Je pense que les deux thèmes ne vont pas de pair. Quand on parle de blocage, c'est ça le thème? Entre blocage et agitation. Et agitation. Enfin, bien. Agitation et le blocage. Certainement qu'il y a des difficultés de vous libérer de part et d'autre. Quelques... Bien. Ok, recadrez. D'accord, alors à ce moment, je vais dire ceci. D'abord, les deux situations ne vont pas de pair. Parce qu'aujourd'hui, dans le milieu des affaires, on n'a pas besoin du bruit. Le milieu des affaires respecte les lois. C'est quoi les lois? Si aujourd'hui, l'État, quel pourvoyeur des services, bloque, ne respecte pas les lois, en contrepartie, il y a le mécontentement, ce qui suscite ce blocage. Or que le blocage entraîne le manque de développement de l'économie nationale. Je veux dire simplement ceci, que si vous avez entendu parler du bruit, ça veut dire que les hommes d'affaires n'ont pas trouvé satisfaction. Dans quel sens? Il s'agit aujourd'hui rien que d'appliquer la loi. Si vous avez submissionné un marché de l'État, vous êtes adjudicataire et vous avez gagné donc votre appel d'offres, vous avez presté au niveau de l'État, vous avez fourni et l'État a engagé, a réceptionné, et ça se trouve au niveau des comptables nationaux. À ce moment-là, la réception de l'ouvrage, il est de nature que l'État doit automatiquement honorer ses engagements. Okay. Maintenant, si l'État ne respecte pas ses engagements, à ce moment, ça pose problème. Parce que l'investissement n'a pas besoin de bruit. Et au niveau, si aujourd'hui, au niveau national, les gens qui entendent du bruit au niveau de l'extérieur disent qu'il y a un problème, ils ne peuvent pas venir investir. Parce que déjà au niveau national, si on ne respecte pas les lois, ça à savoir que ceux qui ont submissionné les marchés ont gagné des marchés et n'arrivent pas à se faire payer, ils bloquent, ça veut dire qu'il y a un problème. Déjà au niveau national, on ne peut pas s'occuper des nationaux qui ont presté, comme une fois les gens de l'extérieur viendront pour venir investir. Voilà pourquoi je dis simplement que le blocage, c'est au niveau de l'État. L'agissement, parce que les gens n'ont pas respecté les lois. C'est quoi les lois? C'est à votre niveau. Pardon? Non, le blocage c'est au niveau de l'État, le bruit c'est de l'autre côté. Pourquoi? Voilà. Monsieur Bossassou, l'État, pourvoyeur de ressources, a-t-il le droit de demander de compte? Parce que l'argent du contribuable qui est mis à la disposition des opérateurs qui pour certains exécutent et pour d'autres n'accomplissent pas n'amènent pas leur projet jusqu'à terme, est-ce que l'État a le droit de bloquer pour voir clair? Monsieur Bossassou. Oui, Monsieur Sony Benga, je tiens à vous remercier pour nous avoir associés
à votre émission Sans détour. Cela veut dire que nous sommes venus pour regarder toutes les questions liées d'une part au blocage et pour certaines personnes à l'agitation, ce qui se passe d'abord sur le terrain et puis ce qui a lieu de faire. Moi, je voulais plutôt dire que les deux thèmes sont complémentaires parce qu'ils sont le reflet de la situation réelle sur le terrain. Blocage, parce que simplement les acteurs économiques, entendez par là les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les hommes d'affaires, parce que je n'ai jamais partagé votre appellation d'opérateur économique. Il ne s'agit pas de mon appellation. Il s'agit de la communalisation d'un certain nombre d'expressions qui deviennent maintenant la mode. Merci, M. Sonny Benga. Je vous disais que opérateur économique, deux fois je me demande ce que ça veut dire. J'ai participé à des séminaires à l'étranger. On n'appelle jamais les opérateurs économiques à des séminaires, on appelle des hommes d'affaires et nous recevons au niveau de la Chambre de commerce, puisque je suis membre affilié à la Chambre de commerce, nous recevons souvent des délégations de chefs d'entreprise. Voilà. Et c'est au Congo que cette expression est beaucoup utilisée. Moi, je voulais revenir sur quelque chose évoqué par mon cher frère, M. Roger Obès. Il s'agit simplement, dans notre pays, d'interpréter les textes qui ont été promulgués par notre pays. Vous savez que pour accéder à l'initiative PPTE, pays pauvre très endetté, il a fallu que le président de la République se plie, je ne dirais pas en 4, en 5, en plusieurs, pour que le Congo soit doté d'un nouveau code de procédure et de passation de marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur toute l'étendue de la République, sur toute l'étendue du territoire de la République du Congo, tous les marchés publics, même privés, devraient obéir à une procédure et à un mode de passation. Je pense qu'à ce niveau, beaucoup de communications ont été faites, beaucoup de séminaires ont été tenus, mais malheureusement, ce que nous constatons dans notre pays, c'est que nos textes sont tellement beaux que les exécutants ont du mal à se les appliquer. La question, c'est celle de se demander pourquoi se doter, quand je parle de se doter, c'est de la République du Congo, d'un cadre législatif très appréciable et cohérent, puisque nous avons été félicités par certaines nations plus évoluées que nous d'avoir comblé ce retard. Ces textes existent et dans ces textes, pour certaines émissions que nous pourrons avoir avec vous, il y a des délais à respecter. Ça, c'est d'une part. On lance un appel d'offres, il y a un délai pour que le soumissionnaire ou le prétendu soumissionnaire soumissionne ou présente son offre. Lorsqu'il a présenté son offre, il doit la garantir pendant 90 jours. C'est ce que dit le code de nos procédures de passation de marché. Dans les 90 jours, le maître d'ouvrage a obligation de dépouiller et de déclarer l'adjudicataire du marché. Une fois le marché attribué à celui qui est adjudicataire, ça veut simplement dire que l'État reconnaît à cet adjudicataire la capacité d'exécuter ce marché tout en respectant ce fameux code. Si j'appelle fameux, c'est parce qu'il n'est pas respecté dans ce pays. Et même dans les délais, dans l'exécution de l'application des délais, vous ferez vos enquêtes. J'apprécie beaucoup votre chaîne de télévision qui essaye de temps en temps de se démarquer de certaines chaînes privées de notre pays. Menez vos enquêtes, vous vous rendez compte que nous agissons où les marchés se passent en dehors de notre code de marché public. Et nous disons que là, il y a un souci. Je vais terminer par un autre élément. Ça, c'est une interpellation à l'endroit de tous nos élus qui légifèrent pour que nous puissions avoir dans ce pays une loi de finances. Repartons en 2012. Que dit la loi de finances? Elle a été votée à hauteur de combien? Pour quel montant? Pour qu'on passe à la loi de finances 2013, ça veut dire qu'on a clôturé la loi de finances 2012. On l'a clôturé avec des écrits en recettes et en dépenses à combien?
Mais je pense qu'il y a lieu que nos élus se réveillent un peu pour se rendre compte qu'on ne peut pas clôturer un budget qui n'a pas payé la totalité des dépenses, parce que dans la chaîne des dépenses, il y a 3 étapes. Vous avez, comment on appelle ça? Vous avez l'ordonnancement, vous avez l'engagement, vous avez la liquidation et vous avez le paiement. En réalité, vous avez l'engagement, vous avez la liquidation et vous avez le paiement. Lorsque, pour un marché d'État, on a engagé, selon l'imputation budgétaire inscrite dans ce que nous appelons communément bottin, lorsqu'il a été liquidé par ceux-là qui sont du contrôle financier ou de tous les services de contrôle financier, ça veut dire qu'il y a 2 étapes sur 3, il ne reste qu'une, celle du paiement. Mais pourquoi celle du paiement pose problème? On ne peut pas dire, je prends un exemple, qu'on a clôturé le budget 2012 à 3 000 milliards, lorsque certaines dépenses d'investissement de ce budget n'ont pas été payées, mais théoriquement, dans la clôture, on les considère comme payées, parce que effectivement, cette dépense, quittant le ministère des Finances, demeurant toujours dans les services du ministère des Finances, repose, je ne sais pas s'il faut dire en paix, au trésor public. Voilà le blocage. S'il repose en paix, on va l'enterrer, mais sinon, on va le déterrer. Mon cher Joe Washington Ebina. Je voudrais d'abord, avant tout, vous savez, nous avons eu en 2008, je me souviens, j'étais invité à votre émission, un débat sur le même sujet. Je tiens d'ailleurs à rendre hommage à un grand combattant, si vous voulez, de la population sur les réformes en ce qui concerne l'activité économique, qui était Bruno Osebi, qui, lors de ce débat, avait brillamment expliqué qu'au Congo, dans le fond, il y avait énormément de travail à faire dans la mesure où le secteur informel était à peu près de 77%, le secteur privé était à peu près de 13% et le secteur public était de 10%. Et déjà en 2008, il y a un dossier accablant qui avait été présenté ce jour-là, qui était établi par Doing Business. Doing Business est une organisation rattachée à la Banque mondiale qui établit, qui estime et qui conseille sur les investisseurs à travers le monde. Et déjà en 2008, le Congo était considéré comme étant et cette organisation classait le Congo déjà comme étant à la 178e position sur 185 pays. En 2012... en 2013, aujourd'hui, le rapport qui est là est pratiquement le même. Nous sommes pratiquement les derniers. Cela veut simplement dire que, au-delà de tout ce qui sera dit ce soir, il faut présenter le Congo comme étant un pays où faire des affaires est d'abord, avant tout, quelque chose de très difficile et pratiquement impossible dans la mesure où il faut rentrer dans des combines inappropriées. Donc, il faut présenter le Congo comme étant un pays qui, au-delà de toutes les terminologies, j'entends pays sous-développé, très endetté, en voie de développement ou quoi que ce soit, il y a d'abord un système au Congo qui ne permet pas aux opérateurs, que ce soit opérateurs ou hommes d'affaires, le terme n'a très peu d'importance, qui ne permet pas aux affaires, qui ne permet pas aux investisseurs de pouvoir faire leurs affaires dans une manière cohérente. Et ça, c'est d'abord le premier problème au niveau du Congo. Sur la vision et sur la visibilité internationale, nous sommes un pays et nous sommes parmi les derniers dans le monde des affaires. Mais M. Ebina, sans vous contredire, mais on vient de dire quand même que les textes sont des textes avant-gardistes, ce qui concerne le code de marché, d'attribution des marchés publics, et également ce qui concerne le code des investissements pour les investissements. Donc, ça veut dire quand même que l'environnement législatif est assez attractif pour que l'activité se fasse, l'activité économique. Je suis quand même surpris que vous puissiez dire que c'est la croix et la bannière de faire des affaires ici. Je vais... Ok, après je reprendrai... Par ma politesse, j'ai préféré finir avec le doyen que de commencer par le doyen, sinon il aurait tout à fait. Donc je préfère donner la parole d'abord entre Guémo et Puissot, et puis après, encore que dans le domaine des affaires, hein, l'âge n'a pas d'importance. Non. Doyen. Merci. Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité à cette émission. Une émission très importante qui concerne le secteur que nous représentons. Quant au thème de l'émission, de parler de blocage et agitation, où sont les opérateurs économiques,
Le blocage, c'est un peu le tableau que mes confrères ici ont essayé de présenter. Là, vous avez pris que la partie qui concerne un peu le petit feu qui a été présenté à la protestation des opérateurs économiques sur leur dû. Il s'agit là d'une situation qui se sont révoltés pour éviter de tomber dans la même situation que ceux de la dette intérieure et ceux du sinistre. Il s'agit du respect du contrat. Les lois existent, mais il y a des contrats qui se font entre l'opérateur économique et le propriétaire du marché. Et ces contrats, le ministre des Finances et de l'Économie avait proclamé très haut pour dire que désormais, il n'y a plus de retard de paiement des factures. Mais nous constatons malheureusement et que malgré que vous avez emprunté de l'argent, vous partez chercher de l'argent découvert dans les banques où nous n'avons pas de banques d'investissement. Ce sont les banques qui font le commerce. Et vous venez pour récupérer votre argent, on dit, on ne peut pas vous payer, il n'y a rien. Mais ce n'est pas seulement le paiement, il y a aussi les charges que l'opérateur économique fait face à ceux qui l'ont emprunté, les travailleurs et les autres taxes de l'État. Alors donc, tout ça, ça fait que on ne comprend pas. Dit, mais qu'est-ce qu'on veut de l'opérateur économique? Et c'est pourquoi l'opérateur économique est obligé de sortir. C'est pas la tradition des hommes d'affaires. Mais lorsque vous vous retrouvez dans une situation où vous ne savez pas qui peut vous sauver, qu'est-ce qu'il faut faire? On est obligé de parler plus haut pour que le président écoute. Parce que déjà, ceux qui sont là, les ministres chargés de ces questions, n'ouvrent pas les portes pour le dialogue. Mais s'il s'agit des partenaires qui viennent de l'extérieur, les portes sont ouvertes. Mais ceux qui sont à l'intérieur, vous travaillez, on ne vous ouvre pas les portes. Je prends encore le cas, monsieur le directeur général. Vous savez, aujourd'hui, le secteur privé ne décolle pas parce que depuis que nous avons connu des problèmes, le secteur privé a perdu. Et le secteur privé a des milliards sur le dossier du sinistre que l'État a promis qu'il devait s'en occuper. Aujourd'hui, ça nous fait près de 11 ans. Ce dossier n'est pas traité. Et personne n'en parle. Pendant ce temps, les opérateurs économiques meurent, les autres malades, les travailleurs dehors, et c'est les dettes qui câblent la tête. Deuxièmement, vous avez le cas de la dette intérieure. Ça, c'est quand même le dieu des opérateurs économiques, les efforts qu'ils ont fournis. Et à ce niveau-là, l'État n'ouvre pas les portes pour la négociation et pour discuter avec les opérateurs économiques. Malgré que nous avons quelques milliards qui tombent dans le pays, qu'on parle des grands budgets. Mais le budget, dans l'investissement national, il n'y a pas une prise en compte des préoccupations de ce secteur. Et on parle de la diversification de l'économie nationale. On compte sur qui? Que sur les entreprises qui viennent d'ailleurs, au lieu de préparer les entreprises d'abord nationales et soutenir les entreprises qui viennent ailleurs pour l'éclosion de l'économie nationale. Donc je dis que le blocage, il y a le blocage. Il y a le blocage, mais il y a l'ouverture pour d'autres. Ça, il ne faut pas aussi généraliser. Il y a des entreprises qu'on paye des factures, qui sont là, on les connaît, qui ont des propriétaires à double tête. Mais il y a des entreprises qui n'ont pas de double tête, où les factures sont bloquées. Donc il y a cette concurrence qui est là déloyale, que nous ne maîtrisons pas, et nous pensons que le gouvernement doit regarder ces questions d'une manière sérieuse, parce qu'il s'agit de la survie nationale. Très bien. Alors, je voudrais d'abord rappeler aux téléspectateurs qui nous regardent que nous sommes en direct et que, comme c'est de coutume, ils ont la possibilité d'intervenir pour apporter leur contribution. Je voudrais aussi indiquer que
nous ne sommes pas ici en train de faire un procès en sorcellerie contre le pouvoir ou bien le ministère en charge de ces questions. On veut comprendre. Pour comprendre, je voulais savoir, M. Obès, quelles sont les relations que vous avez, vous, secteur privé, avec le ministère de tutelle. Est-ce que ce sont des relations, entre guillemets, de bon voisinage? Est-ce que, comme on vient de le dire, il y a eu une indifférence prononcée à l'endroit des actions que vous menez pour développer l'économie nationale? Quelles sont vos relations? Bien, je voulais simplement dire que l'opérateur économique congolais, ou l'opérateur économique en général, est un partenaire privilégié de l'État. Parce que l'État a pour partenaire l'opérateur économique. Pourquoi? Je m'explique. L'État a des projets, mais tous les projets de l'État sont exécutés par les opérateurs économiques, peu importe nationaux ou internationaux. À ce moment-là, c'est ça des relations qui lient l'opérateur économique à l'État. Donc, c'est ça le lien. Maintenant, à l'issue de cela, quand un opérateur économique gagne un marché avec l'État, disons des contrats, des clauses, qui disent que donc, à travers ces clauses, l'opérateur économique a des droits et des devoirs, n'est-ce pas? Donc ça fait que, bon, ce lien-là nous permet à chaque instant de pouvoir dialoguer, discuter, échanger avec l'État, en l'occurrence le ministère des Finances, qui est l'ordonnateur principal de l'État, n'est-ce pas? Donc voilà les liens qui lient aujourd'hui l'opérateur économique à l'État. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a une indifférence dans ce que j'entends au dernier Bopaka. Il y a une espèce d'indifférence à l'endroit des opérateurs privés quant aux droits qui devaient leur revenir. Si j'ai compris, hein, parce que... Bien sûr. Donc, c'est-à-dire très bien la pause. Donc, bien sûr, c'est-à-dire dans l'exécution du budget de l'État, par exemple, il y a des situations où l'ensemble des commerçants ou opérateurs économiques ne comprennent pas. Il y a le favoritisme, c'est-à-dire vous avez des gens qui sont privilégiés, qui ont des acquaintances avec le ministère des Finances, par exemple, et qui ont des facilités, qui bénéficient facilement des paiements sans pourtant qu'il y ait des difficultés par rapport aux autres. Et ensuite, vous avez des nationaux qui n'arrivent pas à franchir de pas et n'arrivent pas à émerger parce que, bon, qu'est-ce que vous voulez, ils n'ont pas assez de facilité. Dans la mesure où ils ne sont pas assistés ni par des banques d'investissement commerciales, voilà, et ni par les banques commerciales. Donc du coup, ils se débrouillent comme ça avec les ursiers de la place. À ce moment-là, ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas faire face à l'émergence des citoyens, des sujets étrangers qui arrivent avec beaucoup d'argent, qui viennent investir, avec beaucoup de liquidités, qui viennent investir dans le pays. À ce moment-là, ils sont écrasés. Et qu'est-ce qu'ils font? Mais si le ministère des Finances, qui est aujourd'hui l'ordonnateur principal, favorise les étrangers, ça suscite toujours des mécontentements au niveau des petites entreprises locales, c'est-à-dire de la place. Alors à ce moment-là, ça présente comme s'il y avait un blocus de l'autre côté, et en contrepartie, il y a des revendications. Vous comprenez? Non, je voudrais préciser quelque chose, s'il vous plaît. Oui, très rapidement. Très rapidement, parce que l'investisseur, l'opérateur économique étranger qui bénéficie des marchés de l'État n'amène pas de l'argent de l'extérieur. C'est l'argent du Congo, dans le budget de l'État. En dehors des grands projets, qui sont là les projets de routes, mais c'est l'État qui met de l'argent. Il n'y a pas quelqu'un qui vient avec les milliards, qui met ça dans une banque congolaise pour dire je viens pour construire, je viens investir dans les marchés de l'État. Et c'est ça la différence. Donc ceux-là toujours, lorsqu'ils ont des marchés, ils ont la priorité. Ils sont privilégiés. Et les nationaux ont des difficultés. Voilà. Alors, excusez-moi, mais j'ai comme l'impression que nous essayons de faire sortir les mouchards blancs pour essuyer les larmes quand j'entends ce que vous dites. Est-ce que les entreprises dont vous êtes les patrons, les dirigeants, ont des surfaces financières suffisantes, capables de faire en sorte qu'elles soient reconnues comme étant des entreprises
à part entière, capable, sans attendre les financements de l'État, à poser cet acte-là et à se poser en concurrent par rapport aux privés étrangers. Monsieur Joe Washington. Non, vous savez... Mais j'aurais dû commencer d'abord, excusez-moi, parce que le sujet est tellement intéressant que j'aurais dû commencer par poser la question. Vous êtes chef d'entreprise, de quelle entité, de quelle entreprise, combien de salariés, quel est le chiffre d'affaires que vous dégagez, parce que ça c'est la carte de visite. On nous connaît assez. Monsieur... Oui, le groupe Ebina, qui existe depuis plus de 60 ans, 70 ans, vous savez, je ne suis que le pionnier d'un travail qui a été fait. Et je crois que le doyen Bopaka qui est là, qui a connu la famille depuis de longue date, un travail qui a été fait depuis de longues années. Lorsque nous regardions l'activité de nos parents, je tiens simplement à préciser que la revendication n'est plus la même. Il n'y avait pas longtemps d'opérateurs économiques qui se plaçaient devant le ministère des Finances pour revendiquer quoi que ce soit. Voilà une nouvelle génération qui marque les choses différemment. Mais votre grand-père a fonctionné dans un système monolithique où investir était considéré comme un tabou. Oui, le marxisme était hyper puissant. Non, je pense qu'il y a... non, je ne pense pas cela. Je pense que de son pragmatisme ou bien de sa patience, il a eu à développer depuis de longues années un travail qui aujourd'hui, jusqu'à présent, nous essayons de continuer le travail qui a été fait. Mais il y a eu... Sans vous interrompre, c'est deux systèmes. Il y a quand même un système monolithique de l'époque et aujourd'hui, un système libéralisé dans lequel les entreprises privées devaient se mouvoir sans problème. Et vos parents ont eu la chance d'évoluer dans un système un peu archaïque tout en prospérant. Aujourd'hui, le système est ouvert, mais vous avez du mal. Non, je pense que la rigueur de la gestion n'a pas d'époque. Dans la mesure où... enfin, l'environnement. Oui, non. L'environnement, si vous voulez, aujourd'hui, vous avez évoqué plusieurs points. Et lorsque vous parlez, il y a une question qui m'a frappé lorsque vous parlez de avez-vous la capacité aujourd'hui de reprendre une activité? C'est ça. Mais la question doit se retourner pour dire est-ce qu'au Congo, nous avons les financements? Est-ce que les banques ont cette capacité pour soutenir les secteurs privés dans ces activités? Et le problème ne se pose pas. Le problème de la capacité des entreprises qu'on a ne se pose pas dans la mesure où nous devons être soutenus par les banques qui sont là, qui sont supposées venir dans notre pays pour soutenir les opérateurs économiques congolais. Pour revenir sur le secteur privé, parce que vous savez, il faut se le dire aujourd'hui, il faut le dire clairement. Le secteur privé est devenu dans notre pays ce bouc émissaire de l'économie nationale qui n'avance pas. Et on attribue au secteur privé les mots de manque de gestion, de mauvaise gestion. Dans le fond, il faut se dire la vérité dans notre pays. Le secteur privé n'est que le fruit d'un secteur public qui a un peu trop d'ingérence. Dans le fond, il faut se le dire. Il y a, c'est vrai, dans les banques une certaine rigueur lorsqu'ils vous donnent ou ils vous octroient des possibilités. Il n'a pas été démontré, selon des études, que les Congolais ne sont pas aptes à gérer. Aujourd'hui, dans un pays où, et votre chaîne est là pour le démontrer, où les entreprises étrangères viennent nous dire, lorsque nous ne travaillons pas, ou lorsque certains demandent, posent des questions, ils disent, nous ne répondons qu'aux grands travaux, nous ne répondons qu'au président de la République. Nous sommes dans un pays qui n'a plus de loi. Cela devient un scandale national de voir que il n'y a que certains opérateurs qui viennent de l'extérieur qui disent vos lois nous les respectons pas, nous voyons simplement deux entités qui existent dans votre pays. Cela est un problème. Il faut que nous puissions aujourd'hui dire que notre pays, les Congolais ici et les Congolais d'hier et aujourd'hui ont la capacité et ont la volonté de pouvoir travailler pour améliorer les conditions de vie aussi bien dans leur profit de leur entreprise, mais aussi faire avancer un pays qui ne peut pas avancer, il faut se le dire, sans un secteur privé national qui est indépendant et qui travaille sans l'ingérence des pouvoirs publics, des politiques, qui aujourd'hui, il faut se demander, sont-ils politiques ou sont-ils devenus hommes d'affaires? Là est un grand problème. Je voudrais juste recadrer, mais bon, je crois que vous êtes assez grand pour comprendre que nous devons être dans les limites de la courtoisie et pour éviter que tel propos ne soit déplacé. Parce que s'il y a une injonction de parler des opérateurs privés qui ne répondent que du chef de l'État ou des bons travaux, il est à parier que lorsque nous serons amenés à faire la démonstration, il faut qu'on ait suffisamment d'arguments. C'était juste pour la précision. Mais je voulais dire, est-ce que l'environnement
est propice pour permettre l'éclosion d'un secteur privé national, d'abord national, compétitif, et à même d'éviter l'agitation et le blocage. Et même, mon cher Bossas, après vous allez répondre, monsieur. Oui, ça vous fait rire. L'environnement tire. Je voulais dire, monsieur le DG de la DRTV, que c'est écœurant, en même temps c'est triste de voir que, j'en prends une image, un père qui a 5 enfants puisse exiger à ses enfants et attendre de ses enfants des résultats performants d'une part, et de l'autre part, en les affamant, en ne les soutenant pas dans leur scolarité. Non, c'est ce qui se passe en fait dans notre pays. Moi, je voulais dire quelque chose. Tout à l'heure, lorsque vous parlez d'époque, je voulais dire que nous sommes tous des Congolais, nous vivons dans ce pays. Nous étions certainement plus jeunes ou pas encore nés, mais heureusement que les recueils d'histoire existent pour nous informer sur les générations antérieures. Dans notre pays, à certaines époques, à des budgets d'État moins colossaux comme ceux d'aujourd'hui, l'État a pu faire des grandes choses en implantant des grandes industries dans notre pays. Cela ne se faisait pas avec une invasion que je pourrais qualifier de très dangereuse, mais cela se faisait simplement avec la bonne foi et la volonté d'agir. Et dans cette même époque, l'État s'était rendu compte que nous venons de récupérer le pays entre les Blancs, entre les mains de nos colonisateurs. Nous n'avons certainement pas d'hommes d'affaires. Il faut créer ces hommes d'affaires. Il faut leur accorder des facilitations. Et ça a été fait dans notre pays. Je ne citerai pas sur votre plateau des noms, mais nous savons qu'il y a parmi nos parents, nos papas qui ont existé, il y a des gens qui ont été soutenus par l'État. Parce qu'il fallait les préparer justement à cette œuvre de modernisation et de développement. Cette question ne date pas d'aujourd'hui, de 2012 ou de 2013. Et lorsque vous parlez de l'environnement, de surface financière, cela est amusant. Tous ici, nous savons que lorsque nous allons au CFE pour déclarer une activité, il y a des plafonds qui sont exigés pour le capital social. Mais lorsque le CFE, qui est l'instrument de l'État par le biais du ministère du Commerce, a déclaré que la DRTV a droit de citer ou d'exister parce qu'elle a obéi à cette procédure, à cette démarche, avec ce capital social logé dans une banque, domicilié dans une banque congolaise. Il n'y a pas de raison que cette société, cette entreprise de droit congolais ne puisse pas construire des routes, c'est la compétence, c'est l'expertise. La question, c'est celle de se poser, est-ce que dans ce pays, les Congolais sont devenus si bêtes que parmi nous, on ne pourrait pas avoir de l'expertise en maçonnerie, en plomberie, en électricité, dans tous les corps d'État, de métier, des travaux par exemple. Non, je vous dis simplement que, vous savez, lorsqu'il y a la bonne foi, les choses vont et avancent sans même que quelqu'un puisse les pousser. S'il vous plaît, je voulais simplement dire que on ne peut pas aujourd'hui parler de surface financière. Même ces entreprises étrangères qui arrivent pour travailler avec, comme l'a dit le doyen Eladj Bopaka, qui viennent travailler avec les sous de l'État congolais. Monsieur Sodi Benga, je vous dis que parmi les hommes d'affaires congolais, les entrepreneurs congolais, il n'y a pas que des Mamadou, il n'y a pas que des bêtas. Il y a des gens qui ont étudié dans certaines écoles avec ceux qui aujourd'hui soit se retrouvent dans l'exécutif ou dans certaines administrations. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens qui ont étudié, qui ont appris, qui ont un certain bon sens. Ces entreprises qui arrivent travailler avec l'argent de l'État congolais, vous êtes sûr, une fois de plus, je vous invite, là aussi, à mener vos investigations, vos enquêtes. Je sais que les banquiers ne vous ouvriront pas leurs portes.
vous montrez les comptes de ces entreprises qui viennent s'installer au Congo, se disent de droit congolais, mais qui en fait viennent prendre l'argent du Congo pour le rapatrier dans leur pays. Et lorsque nous parlons des banquiers, je tiens à rappeler à tous les entrepreneurs et aux pouvoirs publics que lorsque nous accusons deux fois les banquiers, n'oublions pas que les banquiers sont avant tout des commerçants. C'est des commerçants. Quel est ce banquier qui acceptera de prendre le risque de garantir ou de nantir un marché lorsque l'ordonnateur ou le maître d'ouvrage... Pas de siège. Non, ne parlons pas. S'il vous plaît, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Je veux plutôt dire que quel est ce banquier qui acceptera de mettre de l'argent, de miser de l'argent dans un marché qui lui-même n'est même pas nanti ou garanti par l'État congolais par le biais du ministère des Finances. Un marché qui a été établi en 2012, qui n'est pas payé, alors que ce banquier vous a prêté des sous. Attendez, ce banquier, c'est de l'armée de... il n'est pas l'armée de salut. Mais alors pourquoi est-ce que ce même banquier est prompt à prêter à l'investisseur privé qui vient aussi dans les mêmes conditions, qui est adjudicataire des mêmes marchés que le national? Bonne question. Je vous dirais que nous avons tous l'habitude de voyager. Dans le monde des affaires, nous savons tous que dans certains pays, je dirais évolués, où il y a de la bonne foi, où il y a le souci de faire avancer les choses, dans ces pays, vous ne verrez pas un homme d'affaires, promoteur d'un projet, prendre l'argent de sa popote, l'argent de son foyer, de son salaire, l'héritage de ses parents, pour le miser dans une affaire. Qu'est-ce que les autres font? Vous arrivez avec votre projet, vous le soumettez à une banque. Au départ, la phase 1, si je peux l'énumérer comme ça, vous concevez votre projet, vous le montez, avec des experts bien sûr. Une fois que l'expert vous a certifié que ce projet est bancable, c'est-à-dire qu'il est acceptable par une banque, vous allez vers le banquier pour lui dire, j'ai une idée, je souhaiterais que vous puissiez m'accompagner dans cette aventure, dans l'exécution de cette idée. Vous regardez vous examinez avec le banquier, la deuxième phase, le banquier, s'il pense qu'il y a trop de risques à courir, ce banquier souscrit une police d'assurance pour garantir votre marché. Il vous prête les sous. À ce moment-là, vous vous lancez dans une activité. Et je vais vous dire que vous avez le devoir de faire passer des documentaires des pays qui ont fait des pas en avant dans ce sens. Moi, je vais prendre l'exemple de la France, avec des promoteurs comme Renault et Peugeot. Je vous dis que pendant que la France est agressée par l'Allemagne, ces deux que je viens de citer, ces deux promoteurs, ces deux hommes d'affaires, ont contribué dans la fabrication de certains engins pour faire reculer l'ennemi. Mais n'étaient-ils pas des Français? Pourquoi ne peut-on pas faire confiance aux Congolais? Ces frères, ces collègues qui viennent, parce que là aussi ce n'est pas un débat pour dire qu'il n'y a que les Congolais qui doivent avoir des marchés. Non, le problème c'est qu'il faut protéger cet espace. On ne peut pas, d'une part, dire aux Congolais que nous voulons vous aider à vous développer, et de la main droite, les freiner, les empêcher de s'émanciper. Vous ne pouvez pas demander à une TPI, à une PME, à toutes les petites entreprises congolaises de nantir un marché, ce n'est pas possible. Je voulais donc compléter un peu. Oui, Sonny, oui, s'il te plaît. Mais ça me surprend quand même, parce que quand je dis pourquoi ne peut-on pas faire confiance aux Congolais? Est-ce que ce n'est pas parce que tout simplement les Congolais n'inspirent pas confiance? Non, je dirais plutôt... Moi, je pose des questions. Vous avez bien sûr, on va répondre. Bien sûr, je dirais plutôt que les fonctionnaires congolais n'inspirent pas confiance. Les fonctionnaires congolais. Ah. Donc, gestionnaires de crédit, ordonnateurs, tout ça, n'inspirent pas confiance. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand vous remarquez le tissu national, l'économie nationale, il y a un problème, un grand problème qui se pose. Aujourd'hui, on remarque que les commerçants sont moins nantis que les fonctionnaires. C'est l'inverse. Partout ailleurs, on ne peut pas trouver des commerçants moins riches que les fonctionnaires. C'est pas possible. Mais ici, c'est le cas. Alors,
à ce moment-là, il faut se poser des questions. Donc, vous voulez dire que les fonctionnaires sont devenus des commerçants? Ben voilà. Donc voilà. Ils profitent de leur positionnement pour pouvoir générer des ressources. Bien sûr. Président Bopaka. Oui, non, d'abord... Vous allez d'accusation en accusation. Non, c'est pas l'accusation, c'est quelque chose qui est réel. On est en train de contribuer à améliorer la situation intérieure de notre pays. Parce que lorsque ça... On a comme l'impression qu'il vaut mieux qu'on revienne à l'ancien temps où... non, bon, ce qui est vrai, non, ce qui est vrai, au temps de Mono, au temps de Mono, l'opérateur économique était respecté, il avait son statut. Voilà. Et le fonctionnaire aussi. Et le fonctionnaire n'avait pas le droit de faire des affaires. Il marchait à pied. Donc vous non, le fonctionnaire reste fonctionnaire. Le ministre, il est ministre. Ça, c'est tout à fait normal. Oui. Mais aujourd'hui, la situation n'est plus la même. Donc pour tout le monde. La situation n'est plus la même, qui fait que vous avez une bonne partie, une masse de milliards que vous mettez sur le marché occupé par les entreprises écrans. Je vous dis bien, les entreprises écrans. Vous avez des chantiers qui sont abandonnés, démarrés, arrêtés, abandonnés, depuis des années. Lorsque vous regardez, en tout cas 90%, ce sont des chantiers exécutés par les fonctionnaires et qui n'ont pas eu les moyens et ils sont protégés, on ne peut pas les poursuivre. Je voulais revenir sur la question de l'environnement et tout ça. Oui. Est-ce que l'environnement s'y prête? L'environnement, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'à 100%, mais on peut y travailler. On peut parler souvent de l'environnement d'une manière institutionnelle. Il faut parler aussi des mesures. Quelles sont les mesures que le gouvernement a prises pour accompagner cette politique? Il n'y a pas de mesures d'appui, il n'y a pas de mesures sur le financement des entreprises pour attendre la rentabilité, permettre à diversifier l'économie, à créer des emplois au niveau national, répondre à une solidarité nationale. Ça se dit que au niveau des institutions internationales. Vous savez très bien, la musique au niveau des institutions internationales, lorsqu'on vous dit le financement, tel financement, il faut attendre. Aujourd'hui, je peux compter, ça fait déjà 7 ans, on ne parle que de ça. Et lorsque vous regardez le résultat de l'argent que l'État a mis, vous vous rendez compte que ce sont des milliards qui sont partis au nom des études, au nom de ceci-là. Mais la vraie question visée de financer, l'argent ne tombe là. Deuxièmement, lorsque vous parlez dans un pays comme le Congo, aujourd'hui on parle de milliards. Nous n'avons pas une banque d'investissement. Qu'est-ce que l'État peut faire? Au lieu de chercher qu'au niveau des institutions, mais nous avons une banque centrale. L'État peut débloquer 50 milliards et met à disposition la banque centrale. La banque centrale, en connexion avec les banques commerciaux, s'accorde sur les taux d'intérêt pour accorder des crédits aux opérateurs économiques. Parce que le problème aujourd'hui, c'est le problème des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt sont énormes. On ne peut pas faire les investissements avec les banques commerciales. Ça, c'est le commerce. Ce sont des banques de dépôt. En fait. Voilà, ça, c'est les banques de dépôt. Donc, nous disons qu'il y a des grands problèmes. Il faut que le gouvernement congolais regarde la question. Mais la difficulté, lorsque vous-même, vous êtes déjà dedans pour faire les affaires. Vous parlez de qui? Des fonctionnaires, du ministre, de l'ordinateur du budget? Vous parlez de qui? Mon langage est clair. Non, il n'est pas si clair nous avons... Pour les initiés peut-être. Si le secteur privé... Le commun de Congolais... Si le secteur privé pouvait évoluer tel que nous avons laissé l'image au temps de Mono. Et en tout cas aujourd'hui, les Congolais et les Congolaises, et pourquoi pas les étrangers, il devait y avoir une éclosion ici. Mais nous avons des concurrents. Celui qui te signe le marché, il est lui-même opérateur économique. Il a aligné. Vous êtes sûr que sur le 1 milliard qu'on a autorisé dans son département, il va vous fermer ses yeux, vous laisser venir prendre ces milliards à partager.
Mais il est obligé de pousser ou sa cousine, ou son neveu, ou lui-même. On fabrique un an, on occupe au moins 800 millions, et ça part. On envoie quelques petits opérateurs pour couvrir. C'est ça la réalité. Vous ne pouvez pas blaguer avec le pays comme ça. Voilà. Mais si c'était qu'on permettait aux opérateurs économiques, voilà, ça sont des opérateurs économiques connus, voilà, les marchés sont là, mettez-vous en lutte, lancez-vous, on fait les évaluations. Est-ce qu'ici il y a des évaluations? Non. Il y a des évaluations ici? Quelqu'un est déjà venu vous dire au Conseil des ministres, voilà, c'était telle année, nous avons investi pour tant de milliards pour le pays, voilà ce que nous avons pu réaliser, voilà ce qu'on n'a pas pu réaliser, voilà ce qui a échoué au marché, la faute de l'État, la faute de l'opérateur économique. Quel opérateur économique? Mais combien d'opérateurs économiques qui ont bénéficié des ressources et des financements, qui ne sont pas allés au terme de l'exécution de leur marché? Mais je suis d'accord. Il a bien répondu. J'ai déjà répondu. Je n'ai pas bien compris. Bon, j'ai dit. Voilà. J'ai déjà répondu à cette question. Oui. Il y a les opérateurs économiques. Aujourd'hui, on a tous le nom opérateur économique. Que ce soit l'opérateur économique, comment ils appellent ça, les sociétés écrans, ou qui ont des couvertures là-bas, des hommes qui ont la signature, ou l'opérateur économique qui se bat seul. Il y en a d'autres. Qui a la signature? Mais lorsque je vous dis que c'est... Mais c'est le fonctionnaire. Le ministre. C'est le fonctionnaire, je vous parle clairement. Lui-même aussi, il a des sociétés écrans. Oh là là. Donc lui-même... nous ne pouvons pas faire semblant. Moi, je pose des questions, il faut que les gens comprennent. S'il y a des tares, s'il y a des corrections à apporter, nous devons apporter. En 2025, je ne crains que tout le slogan de devenir un pays émergent. Mais c'est pour ça que nous parlons de cela. Parlons sérieusement, sans état d'âme. Nous sommes à son détour, n'est-ce pas? Je crois que nous sommes devant... que je puisse poser des questions sans voilà, détour. Nous sommes devant l'histoire. Et je crois que nous sommes devant la vérité, devant un peuple qui a soif de vérité. Vous savez, aujourd'hui, pendant que l'opérateur économique est lâché dans l'opprobre national, et lâché comme étant simplement l'homme connu comme étant véreux, il y a la vérité qui se cache derrière tout ça. Pourquoi les opérateurs économiques sont aujourd'hui devenus, dans le secteur privé, sont devenus aujourd'hui les revendicateurs, sont devenus aujourd'hui à la recherche des gains? Parce que dans tous les ministères de la République, il y a des budgets alloués pour telle ou telle fonction. Les ministres de la République ont créé des entreprises écrans. Ou alors, il y a un clientélisme qui est généralisé. On donne le marché à une sœur, on donne le marché à sa femme qui a créé une entreprise, on donne le marché à son frère. Voilà pourquoi à la fin, on a l'impression que ce sont des opérateurs économiques privés. Non, ça reste encore le fonctionnaire qui est maître de la gestion. Et malheureusement, les plus grands véreux de notre République, ce sont ceux qui donnent les marchés, qui ont la signature. Il faut se dire, le peuple aujourd'hui devant nous a besoin de savoir quelle est la vérité. La vérité est que les secteurs privés, les opérateurs économiques privés n'ont pas la clé, n'ont pas le financement, n'ont pas les moyens de faire ou d'accomplir très souvent les travaux à faire. Pourquoi? Parce que déjà, il y a deux choses qu'il faut préciser ici. Lorsqu'un opérateur économique privé obtient un marché, il y a d'abord avant tout un système congolais qui existe de 10%. Il faut qu'il dépose. Il faut d'abord déposer à celui qui vous octroie le marché un certain pourcentage. Vous savez? Il faut aussi qu'il dépose à celui qui l'a mis en contact avec celui qui vous octroie. C'est le fameux système, sans le nommer, qui existait en face. Là où on demande... Il faut encore qu'il dépose. Écoutez, on va prendre un exemple, c'est une réalité. Après, il faut qu'il jouisse aussi. Prenons cet exemple-là, fera du mal à personne. Non, c'est pas grave. En RDC, lorsque vous regardez le système d'antan, l'ancien président qui était Mobutu demandait 1 million au ministre. Le ministre demandait au directeur de la banque de faire sortir 2 millions. Le directeur de la banque faisait sortir 3 millions. Qu'est-ce qui se passait à la fin? Eh bien, le système devenait mafieux et rien n'avançait. Au Congo, c'est la même chose. L'opérateur économique reçoit un marché. Mais là-bas, on avait bien dit, article 15, débrouillez-vous. Ça reste d'actualité. L'opérateur privé au Congo. Et ça vient ici. L'opérateur privé au Congo qui est supposé faire une route. Pour certains, parce que les Congolais, vous savez très bien, ils ne font pratiquement pas de route, c'est donné à d'autres personnes, mais qui doivent fournir ici et là. Mais lorsque le travail n'est pas fait, parce que d'abord, ils ont donné un pourcentage, mais malgré le pourcentage de 10%, à la fin, ils ne sont même pas encore payés. Vous voyez?
injustice sur toute la ligne. Nous avons parlé aujourd'hui du ministère des Finances, mais écoutez, prenons des exemples. Il y a un projet au ministère des Finances de donner le marché de tout ce qui est documents et informatique à une entreprise qui est connue de la place, une entreprise étrangère. Mais M. Osasso, vous avez dit que maintenant on procède par appel d'offres. Et puis, il y a des soumissionnaires, et puis après, on s'est dit celui qui a la meilleure offre. Là, c'est pas ça. À moins que vous fassiez une exception. Non, je ne sais pas, mais enfin, si c'est... Je pose la question. Est-ce que les règles varient d'une humeur à une autre, ou bien ça varie d'un nom à un autre, ou bien d'une origine à une autre? Ce que je voulais dire, M. Sony, sans me lancer dans des propos accusatoires, je vais avant de répondre à votre question, je vais vous prendre 2 exemples précis de 2 pays amis au Congo. Je vais commencer par le Gabon. Au Gabon, il y a une nouvelle loi qui oblige à tous les exploitants forestiers de ne plus sortir du bois à l'état brut. Le bois du Gabon doit être transformé au Gabon pour permettre aux Gabonais... Des tables bancs, tout ça là. Exactement. Ici, les tables bancs vont faire... Vous avez le cas, un autre exemple, vous avez celui du Tchad. Je venais de suivre un documentaire sur TV5. Je ne pense pas que dans ce pays, je sois le seul qui capte cette chaîne. Et c'est un documentaire qui parlait un peu de l'émergence, je dirais, du Tchad. Le Tchad... De l'utilisation des ressources pétrolières. Le Tchad vient d'arriver dans ce monde de vautours. Ce monde, dans cette liste, longue liste des pays pétroliers. Au Tchad, qu'est-ce qui se passe pour les marchés d'État? Il y a une loi, c'est pas sorcier, c'est pas magique, il y a une loi qui protège les entreprises nationales. Ça veut dire quoi? S'il y a 10 marchés, il y a au moins 6, ce qui fait déjà la moyenne, plus de la moyenne, 6 marchés réservés aux nationaux. Mais pourquoi on réserve ces marchés aux nationaux? Et c'est simplement pour permettre aux Tchadiens de toutes les couches sociales d'avoir accès à la d'en tirer profit. C'est quand même leur argent. Mais excusez-moi, mais oui, bien sûr. Mais vous avez dit à des sociétés congolaises qui sont gérées par les sociétés écrans, les étrangers, mais puisque ce sont des prêtres, non. Pourquoi est-ce qu'on leur priverait de ces ressources-là? Je voulais en arriver là, M. Sony. Je vais vous dire quelque chose. Vous avez dit, faudrait-il qu'on reparte dans le mono où le fonctionnaire devait être fonctionnaire, ne pas avoir un droit de regard? Je vous dis non, on n'a pas besoin de repartir dans le mono. Il n'y a qu'une nouvelle loi qui peut abroger l'ancienne. Il n'y a qu'un nouvel arrêté qui peut abroger l'ancien. Je vous dis que si vous faites une fois de plus des investigations, je vous ai invité ce soir à faire beaucoup d'investigations en la matière, vous vous rendez compte que les textes n'ont jamais été modifiés, n'ont jamais changé. Oui. Tenez, la Constitution nous dit... Non, s'ils ne sont pas changés, ça veut simplement dire que le problème se pose au niveau des hommes. Voilà. Je vous ai dit que le problème du Congo, ce ne sont pas les textes. Le problème du Congo, ce sont les hommes. Dans nos égoïsmes, dans nos égocentrismes, nous pensons que lorsque nous sommes ici à la fonction de ministre, d'administrateur, nous ne pensons pas nation, nous pensons d'abord à nous. Monsieur Sony Benga, allez-y à l'aéroport international de Maya-Maya. Essayez là aussi de faire des éléments pour voir le nombre de missions à l'étranger, mais qui en réalité ne rapportent rien à l'économie congolaise. Si ce n'est, c'est-à-dire que le rendre encore plus pauvre comme avant. Mais c'est pour vous dire que les problèmes ne sont pas à l'extérieur, les problèmes sont au Congo. Si aujourd'hui, je vous dis bien, si aujourd'hui, l'exécutif met des garde-fous pour protéger l'homme d'affaires congolais, l'encadrer, je vous dis que ce pays va être modernisé avec l'appui des hommes d'affaires congolais et il va se développer avec des hommes d'affaires congolais. C'est notre pays que nous avons en héritage commun. Et en partage. Et en partage. Monsieur Opaka a dit tout à l'heure qu'il fallait quand même qu'à un moment donné, qu'on fasse le point
des bons, des mauvais parmi ce que vous appelez les hommes d'affaires ou les opérateurs économiques. Est-ce que là, même en votre sein, on peut avoir une idée de ce que sont vraiment les entreprises privées nationales? Bien, s'il te plaît, je vais vous dire, monsieur Sony, avec tout le respect que je dois à tous les hauts fonctionnaires de ce pays, je vous dis que prenez le modèle d'une famille. Vous pouvez avoir 5 enfants. Monsieur Sony, vous êtes un brillant journaliste de ce pays. Vous n'allez pas me dire que les 5 enfants que vous avez mis au monde seront aussi brillants que vous. C'est pour vous dire que partout dans le monde, il y a des bons, il y a des méchants, il y a des vrais, il y a des faux. Ça, ce n'est pas une question du Congo. Je pense que mes collègues, mes prédécesseurs... Il faut toujours séparer le bon grain de l'ivraie, parce que... Il y en aura toujours, malheureusement. Donc, et quand il y a le mauvais, vous voyez que ça... Pour ceux-là qui me connaissent, ils savent que j'ai fait physique-chimie. Mais écoutez, l'équilibre du monde, de la nature, de l'environnement, il ne tient qu'à 2 choses, à 2 signes. Le plus et le moins. Vous allez dire aujourd'hui, on va éradiquer tous les mauvais de la République du Congo. Vous savez par où on va commencer? Est-ce qu'il faut commencer par la base de la pyramide ou par le sommet de la pyramide? On peut commencer par les deux. Hein. C'est pas moi qui pose des questions. Monsieur... Mais je me permets de vous la jeter quand même. Monsieur Bestat, oui. Finalement, est-ce qu'on a une idée vraiment de la qualité de, entre guillemets, de nos opérateurs économiques? Si on a du mal à les cerner et à les aider, est-ce peut-être parce que ils ne plient pas par une espèce d'opacité dont on ne sait pas ce qu'ils font, ce que les uns les autres font? Non, moi je pense que c'est pas comme ça. Parce qu'au début on a commencé à dire certaines entreprises privées, certaines n'ont pas de siège, certains n'emploient pas. Non, c'est des entreprises unipersonnelles. Ils ont des sièges à la mandarine, d'autres, excusez-moi, ils regardent souvent le budget d'investissement de l'État, à combien va s'élever. Quand ils voient que ça s'élève à temps, ils courent vers les ordonnateurs pour pouvoir introduire ce nombre de... Bon. Alors, est-ce que ce n'est pas ça qui est décrié? Non, moi je pense qu'il faut d'abord regarder la chose. Moi je pense que c'est comme ça. Aujourd'hui, comme a dit tout à l'heure M. Bossassou, l'opérateur économique, être opérateur économique, ce n'est pas d'abord n'importe qui. Hein? Il faut d'abord respecter, être en règle avec les lois. Donc il faut avoir un profil. C'est quoi? Aujourd'hui, pour être opérateur économique ou chef d'entreprise, il faut avoir des structures. Peu importe l'emplacement des structures. Vous pouvez vous retrouver à Makabanzilou, vous avez votre structure, c'est une succursale, n'est-ce pas? C'est pas simplement être au centre-ville. Le centre-ville, c'est un siège. Vous avez votre siège, il existe. Peu importe l'endroit. Vous dégagez un chiffre d'affaires, vous dégagez un chiffre d'affaires. Vous embauchez tant de salariés. Vous pouvez être 2 ou 3 à travailler. Vous payez les impôts, voilà. C'est ça le grand problème. Aujourd'hui, c'est ça. Donc, un opérateur économique, c'est celui qui... Lorsqu'on fouille, parfois on a du mal à trouver. Non, vous savez, de toute façon, il y a toujours des références sur chaque dossier d'un opérateur économique. En ce qui nous concerne, par exemple, nous avons donc au niveau de notre collectif. Un collectif, oui. Donc nous avons un grand listing où nous avons les références de tout un chacun. Donc quand vous repartez au tribunal du commerce, vous retrouvez toute la traçabilité. À ce moment-là, il va falloir que l'État mette des garde-fous pour protéger, comme a dit tout à l'heure mon ami Bossassou, le secteur privé national. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de garde-fou, il n'y a pas de seuil d'octroi des marchés aux nationaux. Voilà pourquoi nous avons décrié dernièrement, quand nous avons pour parler avec l'État, nous avons dit ceci, qu'il y a un problème qui se pose au niveau local, parce que tout le secteur de l'économie nationale est aux mains des étrangers. Donc il faut à ce moment-là... Est-ce que ce n'est pas la faiblesse? Non, ce n'est pas la faiblesse. Ce n'est pas la faiblesse du secteur privé national qui fait que... Et oui, mais si vous n'avez pas une surface à même d'être concurrentiel, parce que je m'excuse... Comment vous expliquez? Je ne sais pas si les physiciens aussi savent que le marché doit réguler, doit faire en sorte que c'est le plus performant qui prend le dessus sur les autres. Mais si vous n'avez pas un secteur privé compétitif, pourquoi souffrir qu'il y ait des opérateurs privés qui viennent prendre le dessus sur vous? Attendez, écoutez, est-ce que l'État qui régule, quel est le rôle de l'État à ce moment-là? Mais se désengage. Il a été l'État omniprésent, l'État-providence. Aujourd'hui, il laisse le marché réguler.
Parce que nous avons changé ce système, oui ou non? S'il vous plaît, la question que vous avez posée... Parlons de la souveraineté nationale, nous intéresse lorsqu'il s'agit de défendre nos intérêts. Non, se détourne de votre question. Ne détournons pas. Parce que la question que vous posez, je pense que nous parlons ici des choses sérieuses. Je pense pas. Et nous voulons aider la nation de comprendre. Il y a un secteur privé qui existe au Congo. Et ce secteur privé égale les nationaux et toutes les entreprises de droit congolais qui sont ici au Congo. Ça, on met de côté. Le problème que nous parlons ici, c'est le nouveau privé, là, de double tête, qui ne veut pas se faire voir. Je prends... Que vous soupçonnez être... Il n'y a pas soupçonné qu'on connaît très bien. Je suis un président des opérateurs économiques depuis 1979. Et je mène ce combat. Nous avons l'identité de ces entreprises. Et qui sont venues. Et chaque fois que lorsqu'on change bien un gouvernement, ces entreprises changent de tête. Le nouveau qui arrive, et on crée d'autres. Les directeurs, c'est pareil. Mais lorsque vous parlez des entreprises, oui, Mandela, comment on appelle, Mandarine et tout le reste. Mais lorsque vous regardez ceux qui voient Mandarine là-bas, je peux vous dire qu'il y a des hommes d'affaires, oui. Mais la plupart qui tournent, c'est ceux qui n'ont pas de siège, oui. Ceux qui n'ont pas de siège parce que leurs patrons sont affichés. Ils ne peuvent pas avoir de siège parce que les patrons ne viendront jamais là-bas. Leur siège, c'est dans les maisons de ces patrons-là. Les patrons qui sont dans les affaires de l'État. Mais le secteur privé congolais existe. Il y a des sièges. Et qui ont des sièges et qui payent les patentes et qui ont des numéros d'immatricule partout dans les structures de l'État, qui payent les impôts. Donc à ce niveau, je pense qu'il faut respecter l'opérateur économique à ce niveau-là. Nous ne voulons pas engager... Parce que tout le débat ici, si on regarde ce débat, c'est parce qu'on a beaucoup de considérations pour rapidement, et puis on va marquer une petite pause de publicité. Je voudrais évoquer une petite nuance. Vous savez, il y a quelque temps, le journal Forbes est arrivé au Congo pour préciser que le Congo était l'un des 20 pays les plus riches. Voilà. Forbes. L'un des pays les plus riches du monde et qu'il y avait malheureusement sa population qui vivait dans la pauvreté. Ma petite nuance s'avère, je voudrais évoquer une nuance sur 2 points. Toujours revenir, parce que je pense que le problème dans le fond est politique, parce que à la fin ces décisions devraient partir de là. Dans les fonctionnaires congolais qui, pour beaucoup, les têtes de fiche, ont eu pour habitude aujourd'hui d'occuper 2 fonctions. Premièrement, il y a une fonction d'État qui est bien connue, mais il y a d'autres aujourd'hui qui ne se gênent pas de rentrer dans des fonctions qui ont des rapports avec des institutions financières. Est-ce que vous savez que dans notre pays, je crois que tous les Congolais le savent, certaines décisions de crédit dans les banques sont prises par certains dirigeants qui sont aussi des fonctionnaires. Tout à fait. Ce qui n'est pas compatible. Vous ne pouvez pas être juge et partie. Vous êtes responsable d'État dans une institution publique, mais à la fois, vous êtes dans une institution financière qui décide d'octroyer des crédits à des privés. Donc, si votre tête ne plaît pas, pour des raisons à ce moment-là, vous un peu... Écoutez, mais c'est pas compatible. Non, je pose la question. Donc, évidemment, on peut arriver à ce genre d'égarement. Seulement parce que... C'est la boîte de Pandore qui s'ouvre. Il n'y a pas de réglementation. Lorsque l'on est fonctionnaire, ça veut dire vous ne bénéficiez pas, vous ne dégagez pas de richesse. Un fonctionnaire n'a pas pour fonction de s'enrichir. Un fonctionnaire a pour fonction de stabilité. Est-ce qu'il lui est interdit de créer une activité génératrice de ressources? Tout dépend du conflit d'intérêts qui devrait s'installer. Bon, très bien. Finalement, les délits d'initiés, comme on en voit là-bas, tout ça, l'origine, parfois, des tombées de tête, ici, c'est pas un problème. C'est bien au contraire, c'est ce que on encourage. Monsieur Boussassou. Oui, s'il vous plaît, je voulais m'appuyer un peu sur un élément qui a été dit par M. Ebina. Vous savez, le jour où le politique au Congo va s'occuper de la politique réellement, d'orienter, de guider toutes les